On se rend peut-être parfois pas assez compte des grandes masses économiques, mais qui sont aujourd'hui totalement délirantes en faveur de ce qui aujourd'hui fait tourner le système, à savoir des dépenses de consommation, des dépenses marketing, etc. Et donc on est vraiment l'ordre de grandeur totalement au-dessus du mécénat mondial. Et donc si on s'y greffe, il y a moyen d'avoir un effet de levier important. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter? Philanthropique. Philanthropique. Je vous donne un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Pour ce dernier épisode de l'année 2022, je vous propose d'embarquer sur le navire de Captain Cause, une jeune société à mission derrière le concept du don préfinancé par les entreprises qui s'engagent pour accélérer la transition sociale et environnementale. J'ai rencontré le cofondateur et CEO Georges Badevant pour comprendre comment fonctionne cette plateforme d'engagement communautaire par l'impact et quelles sont les ambitions de ce nouveau tiers de confiance dans le secteur de l'intérêt général. Bonne écoute! Georges Badevant, bonjour. Bonjour Charlène, merci beaucoup de l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Je vais te présenter rapidement à nos auditeurs. Tu es diplômé d'HEC Paris en entrepreneuriat et de la Sorbonne en droit. Tu as travaillé dans le milieu start-up à New York et Paris et pour plusieurs ONG en France comme Viens voir mon taf et la fresque du numérique. Tu as accompli un long voyage à travers le monde sur le thème de la quête de sens et tu as été le bras droit de Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar. Et ensemble, vous avez cofondé Captain Cause début 2022 que tu diriges du haut de tes 26 ans. Alors, Captain Cause, c'est le projet, votre bébé, dont on va parler aujourd'hui. Après donc 2 ans d'analyse de marché et de réflexion, tu as cofondé cette start-up qui est une plateforme permettant aux entreprises d'offrir des dons préfinancés à ses clients et collaborateurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le concept et qu'est-ce qui vous a mis sur la voie de ce projet ? Captain Cause, donc, c'est une sorte de nouveau pont entre les entreprises et les associations, parce qu'on se rendait compte que les entreprises avaient du mal à identifier quelles étaient les causes sur lesquelles elles pouvaient s'engager et quelles étaient les bonnes associations référentes. Et donc ça faisait une sorte de bonne raison pour l'inaction et pour se dire ne lançons pas forcément d'initiatives parce qu'on ne sait pas trop quelles sont les causes dignes de confiance sur le sujet. Et d'un autre côté aussi, les entreprises se demandaient si en soutenant des causes, elles allaient vraiment réussir à créer du lien dans leur structure ou avec leur communauté de partenaires, de clients, de collaborateurs. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire avec Captain Cause, c'est lancer une nouvelle forme de mécénat. Donc, c'est du mécénat participatif. C'est-à-dire, l'entreprise dit « je vais financer des associations ». Et ce sont ses partenaires, ses clients, ses collaborateurs qui vont être impliqués dans le choix précis de ces associations et dans aussi le suivi de leur impact, c'est-à-dire que chacun va pouvoir en recevoir des nouvelles. Donc finalement, c'est une manière de créer du lien, de faire plaisir, de remercier, de célébrer avec sa communauté, tout en faisant du bien à des causes utiles. Et donc, pourquoi on a créé ça ? Alors ça, c'est effectivement venu, comme tu le disais, après une longue recherche. En fait, c'était fin 2020 avec Frédéric et Maxence, qui est un autre de mes associés. On s'est mis en recherche d'un projet qui soit à la fois technologique et à la fois responsable. C'est-à-dire qu'il utilise tout le potentiel d'optimisation et de passage à l'échelle qu'apporte la technologie, les plateformes, pour se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter de nouveau et de puissant face à des défis de transition qui nous préoccupent toujours beaucoup dans l'équipe et dans nos générations. Et donc par rapport à ça, on s'est mis en quête pendant 1 an à peu près pour se dire quel peut être un projet utile qu'on construise. Alors on s'est intéressé à la seconde main, on s'est intéressé à des solutions qui permettent de débusquer le greenwashing, etc. Puis finalement, on s'est dit un beau projet serait de se dire comment on va pouvoir financer un maximum d'associations, parce que ce sont elles qui sont sur le front de la transition, qui apportent des choses nouvelles, qui sont sur le terrain tous les jours. Donc financer des solutions, on s'est dit ce serait
quelque chose de très utile en fin de compte. Mais c'est bien beau s'il y a plein de solutions qui sont financées, mais personne n'est au courant et ça ne contribue pas à l'action collective et à diminuer l'éco-anxiété globale. Et donc on s'est dit aussi, d'un autre côté, il faut quand même que les gens soient au courant que ces solutions existent et qu'ils soient impliqués dans leur découverte, leur suivi, etc., qu'ils soient exposés. Donc c'est le sens de ce pont qu'on crée entre les entreprises et leur communauté et d'autre part les associations. C'est comme ça qu'on a créé ce mécanisme de mécénat participatif. Mais moi, quand j'ai découvert votre projet, ça m'a rappelé une campagne qui s'appelle Bout de budget, qui a été lancée par SOS Village d'enfants en 2018. Et l'asso proposait aux entreprises de convertir les lignes budgétaires non investies et non reportables sur l'exercice de l'année suivante en dons. Et j'avais trouvé ça super malin, en fait. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui... Ouais, c'est drôle, mais en fait, ça, je ne l'avais pas vu, mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu... En fait, nous, on a vu aussi beaucoup d'initiatives à droite, à gauche, où des associations, des entreprises, des citoyens créent ce genre de dynamique, de se dire, qu'est-ce que je peux convertir en dons ? Quelle partie de budget marketing je vais pouvoir convertir en dons afin qu'il soit plus utile au fond ? Effectivement, il y a cette phrase de Victor Hugo qui dit « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu ». Et en fait, c'est logique aussi de voir plein de mécanismes qui sont construits spontanément ou artisanalement par des gens. Et nous, l'idée, c'est d'apporter une solution plateformique qui fait en quelques minutes ce qui normalement aurait pris quelques semaines à faire autrement. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages après le lancement de personnes qui me disaient « Ah, mais j'avais déjà eu un projet similaire, je suis content que ça voit le jour. » J'ai un commercial, par exemple, dans le milieu des objets publicitaires qui m'a écrit pour me dire j'étais un petit peu amer de mon travail à un certain moment, il y a quelques années, et j'ai imaginé ce qui pouvait être une sorte de boîte à bonheur. Une boîte à bonheur, c'est une sorte d'enveloppe ou de petite boîte où vous l'ouvrez, en fait, vous découvrez que vous n'avez pas un objet, mais vous avez un don. Il m'a écrit un message très émouvant qui me présentait ça. Et donc oui, il y a pas mal de gens qui ont eu ce genre d'intention, clairement. Ouais. Ok, alors concrètement, comment ça fonctionne de A à Z ? C'est très simple. Comment ça fonctionne ? Alors, déjà, tout part d'un temps fort ou d'un moment où une entreprise va vouloir engager, créer du lien avec soit ses collaborateurs, soit ses partenaires. Prenons l'exemple des fêtes de fin d'année, là où c'est un moment avec beaucoup d'activités pour nous. L'idée, c'est que, si par exemple une entreprise a envie de remercier tous ses partenaires commerciaux à qui il envoie habituellement, je ne sais pas, des objets ou des produits alimentaires, là, son intention, c'est qu'elle va se dire, je vais convertir ce budget marketing, ce budget cadeau, en budget de mécénat. Et donc, ça va aller, je libère ce budget plutôt pour financer des causes. Et donc, elle va nous voir et elle nous dit, j'aimerais mettre 10 000 euros pour soutenir des associations. Et donc, nous, on va l'onboarder très rapidement sur notre plateforme. Il s'agit d'une plateforme clé en main. L'idée, c'est que les entreprises puissent en autonomie faire le plus d'actions possible sans qu'il n'y ait forcément besoin d'intervention humaine sur ces tâches où elles savent très bien se débrouiller elles-mêmes. Et l'idée, c'est qu'elles vont pouvoir regarder notre catalogue de causes. Donc, on a aujourd'hui un peu plus de 50 associations d'intérêt général, 50 projets qui sont tous portés par les associations d'intérêt général françaises sur l'écologie, le social, la santé. Donc, elles vont pouvoir découvrir ces projets et faire leur présélection. Donc, choisir 2, 3, 5, 6, associations parmi tout ce catalogue. Et ensuite, elles vont pouvoir générer une campagne personnalisée. Donc, ça veut dire soit envoyer une campagne d'email, soit lors d'un événement en live, donner des petites cartes avec un QR code ou afficher un QR code à l'écran. L'idée, c'est d'indiquer à chaque participant, cher partenaire, pour célébrer la fin d'année. Cette année, nous avons décidé de ne pas forcément produire de tote bag, par exemple, mais de plutôt soutenir des associations. Et nous vous demandons votre avis pour choisir quelles sont les associations à soutenir. Donc chacun reçoit un don cadeau de, par exemple, 50 €. Et il arrive sur la plateforme, il se voit proposer les associations, il peut en savoir plus et découvrir le détail. Et donc il fait son choix et il soutient l'association de son choix en quelques clics, en découvrant aussi des visuels, des infos sur à quoi va servir l'argent. Et 6 mois plus tard, chaque participant aura aussi des nouvelles du projet financé. C'est ce qu'on a envoyé hier par des emails par milliers, donc on était hyper contents de l'envoyer finalement. Par rapport à tous les premiers, la première vague de participants qu'on a eu depuis janvier, on a donc envoyé des nouvelles qui ont été remontées du terrain par les associations sur à quoi a servi votre don. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et ça permet aussi de rappeler le contexte où la marque a créé du lien, leur a permis aux participants d'agir. Donc voilà comment ça se passe. Et il se trouve que nous, ce qu'on voit, c'est que les entreprises sont souvent très séduites par la simplicité qui va leur permettre de
de rediriger des budgets marketing vers des budgets un petit peu plus utiles, tout en créant fortement du lien, parce que c'est quelque chose il y a un taux d'action qui est très élevé, parce qu'on a toujours plus de 2 tiers des participants qui agissent. Donc c'est en fait, c'est quasiment l'action responsable sur laquelle on va pouvoir engager facilement un plus grand nombre de gens. Parce qu'on ne demande pas un effort immense, mais on demande un effort d'attention, de choix, que chacun peut faire et qui permet finalement d'engager au-delà des personnes déjà convaincues et de raconter aussi une histoire commune à tout le monde. Alors, il faut quand même préciser votre modèle d'affaires parce que 100% des dons vont aux associations. C'est l'entreprise mécène qui paye un montant additionnel pour couvrir en fait les frais de plateforme, vos salaires aussi. C'est ça, exactement. C'est comme ça que ça se passe. Donc nous, on a structuré un fonds de dotation qui permet de collecter et de reverser les dons et de ce que moi, en tant que participant, je vois comme argent. Si je vois qu'il y a 50 € de dons, eh bien, ce seront effectivement 50 € de dons qui seront virés in fine à l'association que j'ai choisie. Et en plus, il y a des frais qui n'apparaissent pas sur le côté visible, le côté participant, qui sont assumés par l'entreprise mécène, qui vont être des frais qui vont être dans la moyenne de ce que font les plateformes de crowdfunding sur un autre sujet, parce que c'est pas pour les associations le crowdfunding en général, mais pour effectivement nos frais de fonctionnement de plateforme. D'accord. Alors dernièrement, vous avez réalisé une étude très intéressante avec l'Institut Paul & Roll sur la perception des goodies par les Français. Rapidement, quelques chiffres clés. Près d'un salarié sur 2 déclare ne pas se rappeler des dernières entreprises lui ayant offert des goodies. Donc on voit que c'est peut-être pas si efficace en termes marketing. Et près de 4 salariés sur 10 confient avoir relégué ces goodies au fond d'un tiroir ou à la poubelle. Encore pire. Et puis 83% des salariés se disent prêts à renoncer, au moins occasionnellement, aux goodies si cet argent est reversé à des associations. Et parmi eux, 44% sont prêts à y renoncer complètement. Donc, c'est quand même un signal fort que votre solution répond quand même à cette envie de limiter aussi les déchets, le gaspillage, finalement des budgets publicitaires qui ne sont pas très efficients. Moi, personnellement, je pensais que c'était complètement dépassé d'offrir comme on dit au Québec, des cossins et des bébelles à ses salariés ou à ses clients. Et paradoxalement, je croyais qu'il n'y avait plus que les ONG qui faisaient ça avec leur marketing direct, comme par exemple joindre des stylos, des chaussettes, des sacs d'épicerie dans leur publipostage. Et en fait, j'étais surprise en découvrant votre sondage que c'était une pratique encore très répandue en fait dans les entreprises. Tout à fait, ouais. Alors, c'est vrai que c'est encore tout à fait massif. Ça va en partie dans le bon sens, à savoir qu'on va faire des objets plus utiles, durables, responsables. Enfin, c'est super qu'on ait de plus en plus de gourdes, par exemple. Pour autant, il y a aussi beaucoup de gaspillage. Il y a aussi beaucoup de besoins qui ne sont pas du tout clairs, à savoir lors de beaucoup de salons, d'événements, personne n'a demandé à récupérer des bics, mais il y a quelque chose d'un peu d'instinctif, je sais pas, avoir un peu une sorte d'instinct primaire où on est très content de récupérer un objet et de le ramener chez soi comme un chasseur-cueilleur, alors qu'en fait, une fois qu'on l'a à la maison, on se dit parfois, mais pourquoi j'ai pris ça ? Je vais le stocker, je vais être dans mon pot à bics, voilà, on en a 14. Et c'est pareil pour les stylos, les tote bags, des flyers, etc. Et donc, nous, on fait une sorte de petit wake-up call qui est de dire, et si tout simplement on n'en avait pas tant besoin, on questionne le besoin tout simplement et la possibilité de faire différemment pour tous les cas où les goodies ne vont pas correspondre à un vrai besoin ou être entre guillemets inutiles parce qu'ils ne correspondraient pas à des objets qui vont être vraiment durables et de qualité. Et donc ce qu'on souhaite un petit peu pour l'économie d'aujourd'hui et de demain, à savoir que les objets durent globalement. On pousse une sorte de changement culturel, à savoir de dire on va pouvoir me faire plaisir, mais pas simplement parce qu'on va m'offrir un petit gris-gris. Je connaissais pas les termes que tu connaissais, mais je les aime beaucoup. Mais effectivement, parce que il va y avoir une fierté individuelle et collective d'avoir plutôt été utile. Donc c'est un vrai changement culturel, hein, parce que on n'est plus juste sur des instincts de propriété, de matérialisme, de matérialité, mais plus sur de l'action et du sens. Et ça, pour nous, notre travail chez Captain Coast, c'est de le rendre émotionnel, ludique. Et concret, parce que juste aujourd'hui, faire un don à une association, c'est pas quelque chose qui va toujours sembler très clair. On met de l'argent quelque part et on espère très fortement, parce qu'on aura confiance dans le nom de l'association, que ça va être utile. Mais le sujet, c'est qu'effectivement,
Nous, on aimerait bien ajouter cette brique de donner des nouvelles, enfin on le fait déjà je veux dire, mais le fait de donner des nouvelles et d'impliquer dans le suivi de l'action, c'est quelque chose de très crucial qui va permettre une réexposition de l'initiative, permettre de donner de la confiance, la traçabilité, et d'embarquer aussi les gens plus profondément et de les marquer aussi plus profondément, peut-être même que versus un stylo qu'on prend une fois et qu'on oublie après. Le fait d'être fidélisé, engagé sur le long terme via une action qui vit, celle d'un projet à impact, c'est quelque chose qu'on pense peut-être plus puissant. Alors, chez Captain Cause, vous prenez une approche pragmatique de l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, pragmatique, ça veut dire que on va s'adresser à l'argent là où il est. Et donc, notre but, c'est pas tant de dynamiser la philanthropie existante, qui est déjà réelle depuis des dizaines, centaines d'années, mais de créer une nouvelle source de financement en débloquant une nouvelle poche. Et cette poche, on s'adresse prioritairement donc au budget marketing communication, parce que on pense que ce sont là des budgets qui sont critiques, qui sont massifs, qui sont récurrents, qui sont vitaux pour les entreprises tout simplement, et qui en même temps sont un peu sommés de, on va dire, faire leur transition et d'avoir un petit peu plus de sens que simplement avoir payé massivement des Facebook Ads ou telle ou telle campagne d'affichage massif, et d'aller peut-être vers quelque chose qui a plus de sens. Et donc notre pragmatisme, c'est d'abord parce que on s'adresse à ces budgets existants, et parce que aussi on conçoit une solution qui est gagnant pour les causes parce qu'elles ont une poche de financement en plus, et sans travail de collecte parce qu'elles ont simplement à créer une fiche sur la plateforme, et puis leur effort se limite essentiellement à ça. Gagnant pour les participants parce qu'ils se voient l'opportunité d'agir, de soutenir des causes sans forcément faire d'efforts financiers, et aussi gagnant et source d'alignement pour les entreprises parce qu'elles vont pouvoir aligner leurs enjeux business avec ceux de causes plus grandes qu'elles, tout en créant du lien et en créant un lien rénové. C'est-à-dire que c'est pas que un lien transactionnel, ce ne sera pas que un lien sur je vous offre des codes promo, etc. Un lien qui est un petit peu pauvre, mais un lien plus riche en valeur et en contenu avec sa communauté de clients. Et donc ce pragmatisme, il est aussi du fait qu'on a conçu cette solution qui a des avantages pour tout le monde et qui se veut adapter au modèle capitaliste actuel qu'il faut regarder en face. Et ce modèle, si on veut le réformer ou l'infléchir dans le bon sens, une des étapes, c'est de le prendre au mot et de se dire comment, du coup, on peut pirater, par exemple, ces budgets marketing existants pour les rendre plus utiles. Alors, vous soutenez des projets locaux, sérieux et à fort impact. Donc, je vous cite, portés par de jeunes associations dans toutes les régions de France. Et ces projets doivent œuvrer pour la transition écologique et sociale. Alors, vous êtes un nouvel entrant dans le secteur en tant que tiers de confiance. Vous vous êtes doté de quelques règles et d'un processus de sélection très rigoureux. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a ce souci qu'on a de créer une forme de confiance et de transparence qui vont être facilitées aussi par une approche plateformique, communautaire. L'idée pour nous, dans cette première étape, c'est d'avoir une sélection d'associations d'intérêt général, dignes de confiance, sur des sujets de l'écologie, le social et de la santé. Pour ça, donc, on a créé une sorte de système par points, avec un peu plus d'une douzaine de critères, qui vont être en partie très comparables finalement au travail remarquable que font déjà beaucoup de fondations, à savoir de disposer d'un certain nombre de documents administratifs, juridiques, rapports d'activité. Donc on réalise tout ce travail. Il y a également des rencontres personnelles qui sont faites avec les porteurs de projets, avec qui on échange tous personnellement. Et également cette mécanique, alors qu'on l'a choisi nous pour faciliter le suivi, on a une mécanique de financement par projet. Et ça nous permet bien d'avoir un suivi et d'avoir une forme aussi d'engagement du projet à nous, de l'association, à nous donner des nouvelles sur ce projet. Sachant qu'il y a beaucoup d'autres étapes qui vont venir, parce que créer la confiance, ça ne se fait pas en un jour. Il y a différentes briques sur lesquelles on est en train de considérer. Il y aura évidemment un comité d'impact avec des personnalités et des structures référentes qui va arriver bientôt. Le fait d'avoir une plateforme nous permet aussi de créer la confiance différemment, de la manière dont elle est construite autrement. Souvent, en fait, on a la confiance envers des acteurs dans le milieu de la philanthropie ou du don. Elle va venir du fait qu'on connaît les noms. Je connais cette structure parce que le nom me dit quelque chose, je l'entends depuis des années. Donc ça, c'est super parce que les gens identifient des acteurs sources de confiance. Le problème, c'est que ça ne laisse pas forcément de place à d'autres projets plus nouveaux qui voudraient se lancer et qui n'auraient pas encore cette notoriété. Et donc, pour nous, l'idée, ça va être de se dire
qu'est-ce qu'on peut afficher sur un profil d'une association, qu'est-ce qu'on peut montrer, est-ce que ce sont des mini-vidéos, des items qui montrent que oui, on a contrôlé les statuts, on a contrôlé les comptes sur toutes ces structures. Il y a beaucoup de possibilités qui sont permises par le fait qu'on ait une plateforme. De même qu'en fait sur le covoiturage, Frédéric Mazella, avec qui on travaille sur le projet, le sait mieux que personne, on est parti d'une forme de défiance dans l'autostop à une confiance très forte dans les autres membres de la communauté, les autres covoitureurs Blablacar, parce qu'en fait on voyait que c'était un profil actif, parce qu'on voyait qu'il y avait des avis sur ces participants, parce qu'on voyait que leur carte d'identité était contrôlée. Donc en fait il y a cette approche on a une checkbox avec des items de confiance, et ça peut faire passer à des nouvelles formes de confiance qu'on n'imaginait pas dans un milieu. Et l'autre chose qu'on veut apporter aussi, c'est que un de nos enjeux, c'est d'assurer la maintenance d'un catalogue de projets associatifs de plusieurs centaines d'associations en France, en Europe, dans le monde. Ça, c'est très dur. Je pense que toutes les structures se sont déjà frottées à ce défi en se disant comment on fait, faut qu'on envoie des experts sur le terrain. Notre ambition, c'est d'utiliser à terme la puissance communautaire pour pouvoir aller sur le terrain, contrôler l'application d'un cahier des charges sur des critères d'impact qui auraient été respectés ou pas, sur le modèle de ce que, par exemple, peut faire C'est qui le patron dans le domaine alimentaire en France. L'idée, c'est de pouvoir se dire qu'il y a des bénévoles qui vont pouvoir nous aider à réaliser aussi ce travail de vérification et de suivi des projets à impact partout sur le terrain, pour passer d'un mode de review des projets qui est un peu comparable à celle d'un passage des guides gastronomiques, où il y a quelques experts qui habilités qui écrivent dans des bouquins officiels, à un mode où c'est un peu plus à la TripAdvisor, où chaque personne qui est, par exemple, TripAdvisor, c'est les personnes qui sont allées dans tel ou tel restaurant, peuvent laisser un avis circonstancié avec des photos, etc. Et donc ça démultiplie l'engagement, la confiance également, parce qu'on se rend compte qu'il y a des vraies personnes qui ont laissé des avis sur les choses qu'elles sont allées voir. Et donc il y a un petit peu cette vision de se dire comment on va apporter aussi une forme de sélection et de contrôle communautaire à terme. Ça, c'est horizon 3 à 4 ans, je pense. Au fur et à mesure que j'ai découvert votre projet, que j'ai lu un petit peu ce que vous faisiez, en arrière-plan, ça m'a fait penser à 2 initiatives, en fait, pas tant sur la forme, mais sur la mécanique, le fonctionnement en arrière. Évidemment, le modèle Epic Foundation d'Alexandre Mars, qui met l'accent sur la curation de projets, qui sont triés selon un processus de sélection pareil, très rigoureux, avec une grille de critères. Et de l'autre côté, la Nuit du bien commun, qui essaime dans toutes les villes de France et maintenant en Europe, et qui mise beaucoup sur la régionalité, la découvrabilité des petits organismes justement qui ont moins de visibilité par rapport aux gros, qui captent souvent l'essentiel de la générosité. Est-ce que c'est 2 projets qui vous ont inspiré, par exemple ? Oui, totalement. Alors, c'est vrai que je connais le travail de la Fondation Epic et la Nuit du bien commun également. On les a rencontrés récemment et on a prévu d'aller bientôt à leur événement à Paris. Ce qui est hyper sympa, c'est qu'ils événementialisent et ils créent une espèce de show sur le fait de pouvoir contribuer à des causes. Et donc, en fait, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le fait qu'on sorte du discours juste purement caritatif et bonnes œuvres pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, et qui donc permet en fait tout simplement de s'adresser à plus de gens de ce fait. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, ce serait si on restait en vase clos sur tous ces projets et si les convaincus ne s'adressaient qu'aux convaincus. Toute la magie, c'est de pouvoir essayer de faire tache d'huile et que des personnes qui ne pensaient pas s'y intéresser le fassent. Et donc des projets comme ça sont tellement utiles pour ça, ouais. Vous parlez de la nécessité de mettre de la transparence dans le parcours de don. Ça, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente. Est-ce que tu penses qu'il y a une crise de confiance envers les associations aujourd'hui en France ? J'ai l'impression que beaucoup de gens indiquent qu'ils ne donnent pas plus, notamment parce qu'ils ont un problème de confiance. Je crois que dans les enquêtes, c'est un peu plus de 50% des gens qui indiquent ça comme une grosse barrière. Alors je ne sais pas si c'est en partie de la mauvaise foi ou une vraie bonne raison. Je pense qu'il faut le prendre au mot quand même, parce que c'est vrai qu'il y a pu avoir un certain nombre de scandales. Enfin, c'est le problème de la confiance. Hein. C'est plus qui a dit que la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Et malheureusement, quelques scandales peuvent en fait ruiner la confiance envers tout un écosystème positif. Donc c'est pour ça qu'il faut être chacun et chacune très vigilant. Donc je crois oui qu'il s'agit aussi de recréer un lien plus tangible et émotionnel et interactif entre à quoi sert mon argent. Vraiment, ce que tout le monde va vous dire lorsque vous parlez autour de vous, c'est il y a toujours ce grand méchant doute de
à quoi ça va vraiment servir, est-ce que ça va changer quelque chose, et est-ce que c'est la bonne asso pour qu'est-ce qu'ils vont faire de mon argent, est-ce qu'ils vont pas s'en servir en frais de collecte, etc. Donc malheureusement, j'ai envie de dire que c'est des bonnes raisons et des très bonnes raisons d'inaction également. Ça me motive en même temps que ça m'attriste, mais je me dis que voilà, c'est un gros chantier pour nous, et en fait c'est un petit peu le mot caché derrière toute action de don, parce que on peut avoir l'impression qu'il suffirait de construire une plateforme de dons où les gens vont donner. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut qu'il y ait beaucoup de marqueurs de confiance, à savoir par les associations qui vont y figurer, par les engagements qu'on prend vis-à-vis de chacun et chacune. Donc, ouais, c'est un grand défi, et nous, c'est notre défi principal chez Captain Cause. Vous proposez aux entreprises de convertir un budget marketing en multidons au bénéfice de diverses associations. Derrière ça, je comprends qu'il y a une logique de marketing responsable tout en essaimant le geste de donner avec l'argent des entreprises. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que permettre de soutenir gratuitement une cause, ça encourage la générosité du détenteur du don cadeau? Quand on sait que les actifs sont les moins généreux de la population, est-ce que tu penses que votre initiative pourrait avoir un effet de levier pour en faire par exemple des néo-donateurs? Ça, déjà, c'est drôle parce que je ne connaissais pas cette stat et je l'ai découverte. Alors déjà, je l'espère, mais on n'a pas encore assez de recul pour voir effectivement tout l'impact qu'on va avoir. Ce qu'on voit déjà, en revanche, c'est que lorsqu'on offre quelque chose à quelqu'un, eh ben, ça l'ouvre, ça l'intéresse. Et donc, nous, c'est un petit peu comme si on plantait une graine qui, derrière, va faire que la personne va être impliquée et va peut-être vouloir faire plus derrière. C'est mieux déjà, c'est que si on ne fait rien. Mais la question est que le mécanisme, c'est un petit peu comme si sur un marché, tu vois, on t'offrait un très bon produit et du coup, tu te disais, on m'a fait goûter ce bon produit, peut-être que je vais en acheter plus parce que ça m'a donné envie. Donc il y a un peu ce côté aussi de donner envie, de donner à travers une expérience de don qui va être 10 fois meilleure que toutes celles qu'on peut avoir dans notre expérience quotidienne. Ce qu'on voit aussi, c'est que nous, on a commencé pour certaines opérations à mettre en place des mécanismes d'abondement, mais alors c'est l'abondement un peu au sens inversé, parce que normalement c'est je donne et l'entreprise abonde. Là c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'entreprise donne et c'est moi qui vais pouvoir éventuellement donner. Donc là on commence tout juste et on va beaucoup le mettre en place pour les campagnes de fin d'année. Notre intuition, c'est quand même que ça va permettre, in fine, d'un point de vue vraiment chiffre, d'avoir plus d'argent que si c'était l'inverse qui était mis en œuvre. Parce que le public des gens, tout simplement, qui vont par principe indiquer qu'ils donnent est quand même assez minoritaire. Notre intuition, c'est qu'on va quand même pouvoir donner envie de faire plus à travers ce mécanisme. Et notre pari, il est de s'adresser à tout le monde. S'adresser à tout le monde, ça veut dire que ça ne satisfait pas forcément la quête de sens des personnes les plus engagées, mais ça a le mérite de peut-être réveiller ou intéresser largement. Et donc c'est un peu un des enjeux de la transition, de se dire que on passera tous ou on ne passera pas, et donc il est particulièrement motivant de se dire qu'on va s'adresser à une grande partie de personnes, et que derrière on va savoir que 80% des gens auront agi, auront donné leur avis, peut-être ne seront pas d'accord, ou auront mis un commentaire, parce que notre produit est interactif, les gens peuvent indiquer ce qu'ils en pensent. Mais on aura mis aussi sur la table ce sujet comment on finance le monde de demain, d'en faire un sujet, quoi. Vous avez un objectif de distribuer 1 milliard d'euros à des projets à impact d'ici 2027, soit 1/5 de la générosité des particuliers en France. C'est très ambitieux. Ça représente 200 millions d'euros par année. C'est plus que ce que la Fondation de France a distribué en 2021. Quelle est votre stratégie pour tenir cet objectif? J'imagine que vous allez aller plus loin que remplacer les goodies par des dons cadeaux. Oui, totalement. Alors, c'est vrai que c'est un objectif ambitieux, parce qu'on se dit aussi que si notre projet a un objectif beaucoup moins ambitieux, en fait, de toute façon, on n'aura pas un effet d'entraînement qui sera réel. Et j'ai presque envie de dire à quoi bon, parce que les enjeux de transition, ils ne sont pas en millions, ils sont en trillions, ni en milliards, ils sont de l'ordre de grandeur au-dessus en termes de financement. Et donc, il faut qu'il y ait des centaines d'acteurs qui, chacun, fassent leur part. C'est aussi ce que fait, par exemple, Time for the Planet, avec leur projet aussi, d'ici, je crois, 2030, de lever 1 milliard d'euros pour, et bien derrière, financer des projets d'entrepreneuriat. L'idée pour nous, alors évidemment, tout ça va suivre un rythme exponentiel, on l'espère, à savoir qu'on va commencer dès l'année prochaine avec quelques millions d'euros. Et puis, l'idée, c'est de faire ensuite x5, x10 chaque année. On a déjà des opérations avec des grands comptes dès l'année prochaine qui vont être de l'ordre des millions d'euros.
Et donc l'idée, c'est de pouvoir rediriger ces flux marketing pour tout simplement avoir un effet de masse important. Et donc la réponse en un mot, c'est qu'on veut s'adresser du coup à des flux qui sont massifs. Si je prends l'ordre de grandeur de la publicité mondiale en ligne, c'est de l'ordre de 400-500 milliards de dollars par an. Et donc finalement, s'il y a une campagne sur 100 qui est redirigée vers des causes intégralement, ça fait 4 milliards de dollars par an. Et donc, tout ça pour dire que, en termes d'ordre de grandeur, on se rend peut-être parfois pas assez compte des grandes masses économiques, mais qui sont aujourd'hui totalement délirantes en faveur de ce qui aujourd'hui fait tourner le système, à savoir des dépenses de consommation, des dépenses marketing, etc. Et donc on est vraiment l'ordre de grandeur totalement au-dessus du mécénat mondial. Et donc si on s'y greffe, il y a moyen d'avoir un effet de levier important. Et vous travaillez à développer aussi le don préfinancé dans le e-commerce. J'ai vu que vous aviez noué un partenariat avec une épicerie en ligne de produits locaux pour le Black Friday, justement, en organisant un tirage au sort qui ne récompensera pas les gagnants en produits, mais en dons cadeaux. Alors, est-ce que c'est ça le marketing responsable du futur ? L'idée, c'est qu'en fait, le marketing responsable de demain, c'est un marketing qui ne réincite pas forcément à la consommation agressivement, si j'ose dire, mais permet aux entreprises de garder du lien avec leur communauté en étant utile, en leur poussant à avoir des bonnes pratiques de consommation. Un des leviers qu'on propose, c'est un levier positif qui va permettre aux entreprises de créer activement du lien, parce que plutôt que d'offrir un code promo, elles vont parfois offrir le choix entre des points de fidélité, un code promotion ou un don. Donc ça, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, ce dont je me rends compte, c'est que un marketing plus responsable, c'est souvent un marketing qui ne fait pas de marketing, à savoir... Pour Black Friday, beaucoup de marques, on est aujourd'hui, au jour où on enregistre le Black Friday, aujourd'hui, beaucoup de marques vont dire, je ne fais pas de solde, ou je ne fais pas de promo, voire je ne vends pas, ce qui est quasiment hallucinant pour une entreprise. Et donc, en fait, c'est intéressant de voir qu'elles sont dans une alternative qui est de dire on ne fait pas, mais la question que je pose, c'est qu'est-ce que les marques vont faire ? Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire activement, positivement ? Et si on imagine les marques en 2025, en 2030, comment elles vont contribuer à engager, fidéliser leurs clients. Et donc nous, ce qu'on propose, ça va être justement d'utiliser ce levier du don cadeau. Alors, on a même trouvé un nom, le gift. L'idée, c'est que ça puisse être une sorte de don gift, de don cadeau, qui va permettre d'impliquer les gens tout en n'incitant pas forcément à la reconsommation immédiate. D'accord. Est-ce que vous avez pensé au festival aussi ? Parce que dans les festivals de musique, on en reçoit des goodies. Oui, c'est vrai que l'événementiel en général est un secteur qui nous intéresse beaucoup. On s'est pas beaucoup intéressé pour l'instant au festival, mais je pense que l'été prochain arrivant, on va y jeter un œil. Ouais. Alors, j'étais au colloque de France Générosité un peu plus tôt cette semaine, à l'occasion de la restitution de leur baromètre annuel. Et on voit bien que les défis sont nombreux pour les associations. Concentration générationnelle des donateurs, avec un âge médian de 62 ans. Une concentration géographique aussi, sur les métropoles et la région Île-de-France. Un éparpillement des donateurs, qui ne sont pas très fidèles aux organisations qu'ils soutiennent. Des changements de comportement, etc., etc. Comment tu entrevois le futur de la collecte et du mécénat dans les 10 à 20 prochaines années ? Bien malin qui saurait le dire, mais en tout cas, il est certain, ce que tu dis et que je découvre également, mais c'est le constat que aujourd'hui, c'est vrai que j'ai 26 ans et je ne saurais pas vraiment dire où je peux faire un don, sur quelle plateforme je pourrais le faire de manière interactive, ludique, etc. Et donc, il faut quand même regarder en face la société actuelle où TikTok est utilisé par plus de 10 millions de Français et donc ce sont des formats qui captent le cerveau avec des mini-vidéos ultra bien formatées, donc c'est extrêmement malin en un sens. Et qu'est-ce qu'on fait pour intéresser les gens à soutenir des assos dans ce contexte ? Et si on n'est pas... il faut forcément, je pense, qu'on essaye de jouer sur des leviers qu'utilisent les réseaux sociaux depuis 10 ou 15 ans. La générosité de demain, je l'imagine plus interactive, communautaire, de sentir avec qui on donne, de sentir comment on peut être utile à travers un canal de communication qui va être plus direct entre les associations et leur communauté de bénévoles ou donateurs, avec une
Elle va être beaucoup plus visuelle, je pense également. Donc on va vers, je pense, vers toutes ces directions. Et puis elle va aussi être de plus en plus orientée vers les enjeux de transition écologique, parce que on a souvent pu dire que c'était un peu un des parents pauvres de la philanthropie. En particulier, nos générations vont encore plus valoriser ces enjeux de biodiversité, de climat, qui étaient parfois un peu moins présents dans les actions de philanthropie traditionnelles, plus orientées peut-être sociales, inclusion, santé. Donc voilà, il faut qu'on marche sur nos deux jambes, hein. C'est aussi bien les enjeux environnementaux que les enjeux sociaux, sanitaires. Mais je pense que ça va être aussi une bonne chose qu'on finance davantage tous ces projets de transition écologique. En fait, moi, je m'interroge beaucoup sur la future génération de donateurs, parce que c'est quand même un enjeu important. Aujourd'hui, en France et ailleurs, hein, au Québec, c'est pareil, on a le même enjeu. Tu es âgé de 26 ans, on l'a dit, tu es donc un jeune Y. Quels conseils tu donnerais aux associations pour attirer dans leur bassin de donateurs les plus jeunes générations dont tu fais partie? Comment les capter et surtout comment les fidéliser? Donc, tu as parlé d'une communication plus directe, peut-être plus bidirectionnelle aussi, si j'entends un petit peu entre les lignes ce que tu dis. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à leur donner pour leur permettre de capter ces nouvelles générations? Oui, alors personnellement, je pense pas que je suis forcément légitime pour donner des conseils à ces associations. Après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans les associations où j'ai travaillé, comme Viens voir mon taf ou la fresque du numérique, c'est que déjà, en fait, dans leur objet, elles s'adressent à un enjeu qui est juste totalement crucial pour le monde de demain. Alors, Viens voir mon taf, par exemple, ils aident les jeunes de 3e de quartier REP, de quartier d'éducation prioritaire, à avoir des super stages, par exemple à la télé ou ou au Sénat ou près de chefs étoilés, donc des stages qui font un peu rêver certains jeunes. La fresque du numérique, ça parle de l'impact écologique du numérique, c'est un atelier de sensibilisation sur le sujet. Donc en fait déjà, c'est vrai que le simple fait que ces associations et ces structures parlent d'un monde de demain plus responsable intéresse toutes ces personnes. Enfin, un point commun sur ces deux structures, c'est qu'elles étaient plutôt bonnes en réseaux sociaux, tout simplement, de savoir partager un contenu ou une actualité. Alors, ça pouvait être très simple, hein. À la fresque du numérique, ça consistait à chaque fois qu'il y avait un atelier de prendre une photo et de taguer tout le monde sur LinkedIn ou Facebook. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert l'atelier la première fois, début 2020. Ou pour Viens voir mon taf, ça consistait à produire des très belles vidéos sur l'expérience de stage d'un jeune de 3e qui allait se retrouver à tel restaurant étoilé dans le 10e arrondissement pour montrer l'aspect concret et derrière susciter des vocations en termes de bénévolat ou de dons. Donc se raconter finalement en continu. Oui, on est quand même à une ère où il faut prendre la plume et raconter un peu ce qu'on fait pour embarquer derrière soi. Toutes ces associations-là qui ont des missions magnifiques ont finalement des histoires aussi qui sont entre guillemets assez simples à raconter parce que elles sont c'est des histoires essentielles. Donc oui, ce serait ça. Écoute, une dernière question pour toi, Georges. Je le disais en introduction, tu as effectué un voyage à travers le monde sur le thème de la quête de sens. Alors, ça a un petit peu piqué ma curiosité. En quoi consistait ce voyage ? Oui, alors c'était avec mon meilleur ami. On était tout simplement, on était en stage en parallèle de notre école de commerce. On n'avait pas du tout trouvé notre voie professionnelle. Et du coup, on s'était dit qu'on allait, dans un souci de quête de sens au travail, essayer de se dire quelles peuvent être les activités professionnelles, ou les activités tout court qui vont être source de sens pour nous. Et donc en fait on a pris au mot le discours contemporain, donc c'était en 2018, où lorsqu'il y avait des actifs à la défense, enfin, des employés de la défense qui voulaient tout plaquer, et ils disaient qu'ils voulaient tout plaquer et aller élever des alpagas au Pérou ou devenir moine bouddhiste en Thaïlande, etc. Du coup en fait on a pris au mot 6-7 expériences d'évasion radicale et on s'est dit on va aller les vivre sur le terrain. Et donc on est allé donc pendant 6 mois vivre ensemble ces expériences, souvent au contact d'associations locales et en produisant également du contenu. On a produit une sorte de petit documentaire. Le point de départ, c'était la quête de sens. Et après, on va dire le choc ou le déclic, ça a été un constat aussi personnellement sur les enjeux de transition et de dérèglement climatique qui étaient déjà un petit peu palpables aux 4 coins du monde. Donc c'était un voyage qui était a priori pas du tout exemplaire sur le plan de l'empreinte carbone, mais qui m'a tout à fait
marqué sur le sujet. Et donc depuis 2019, c'est vrai que j'ai voulu m'y intéresser beaucoup et en faire un peu le sujet principal de ma vie professionnelle et en accord avec mes convictions personnelles. Donc voilà, c'était un peu une expérience de déclic en quelque sorte. Un petit mot pour conclure ? Merci beaucoup de l'invitation. Et puis, je trouve ça hyper sympa de te voir venir du Canada pour différentes rencontres ici. Et donc, merci. Et puis à bientôt. Merci Georges, on va vous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt. À bientôt, merci Sharon. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.